Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo spéciale, car je ne vais pas vous parler d'un char, mais de plusieurs. J'ai choisi plusieurs prototypes qui sont vraiment atypiques, et qui, je vous le donne en mille, n'ont pas fait fureur auprès des différentes armées. Commençons avec le Tsar Tank, qui nous vient de la Grande Russie, et comme bon nombre de pays, de nombreuses personnes ont cherché à développer les armes de demain. Et une personne en particulier va nous intéresser, Lebedenko, Co, qui proposa un véhicule pour renverser la guerre. Je dis véhicule car je vais avoir du mal à dire char au vu de la structure même de celui-ci. Il se rapproche plus d'un grand tricycle blindé qu'un char au sens propre du terme. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à propos de ce char. C'est la façon dont Lebedenko a réussi à avoir les fonds nécessaires pour la construction. D'après la légende, une maquette taille réduite fut construite et amenée au tsar. Et devant la réussite à franchir les différents obstacles, le tsar débloqua les fonds nécessaires à la construction de celui-ci. Pour leur premier char, les Russes ont voulu voir grand, car il faisait 18 mètres de long, 9 mètres de hauteur et 12 mètres de large, avec 3 roues. Les deux à l'avant avaient un diamètre de 9 mètres, et la petite à l'arrière avait comme diamètre 1,5 m. Le compartiment de l'équipage se situait à 8 mètres de haut. Ouais, faut pas avoir le vertige dans ces cas-là. Et niveau poids, nous avons notre plus gros bébé, avec 40 tonnes. Avec une taille comme ça, il était bien simple pour lui de traverser tranchées et autres obstacles. Mais nous verrons plus tard pourquoi il n'a pas été retenu et construit en série. L'une des premières raisons, déjà, niveau motorisation, c'était compliqué, car il utilisait des moteurs capturés aux Allemands, car l'Empire russe était incapable de construire des moteurs suffisamment puissants. Ces moteurs étaient deux moteurs Mebart de 240 chevaux chacun, qui venaient de Zeppelin, donc pas forcément des trucs qu'on trouve à tous les coins de rue. Mais avec ces deux moteurs, il pouvait atteindre une vitesse de 17 km/h. Et pour celui-ci, comme il s'agit d'un prototype, nous n'avons pas exactement l'autonomie, vous vous doutez bien. Côté blindage, il est dans la moyenne des chars de l'époque, environ 10 mm. Mais étant un prototype, cela aurait pu évoluer en plus ou en moins. Bon, on va pas se mentir, avec 10 mm de blindage, l'artillerie n'en aurait fait qu'une bouchée. Et je pense qu'au vu du gabarit, le toucher n'aurait pas été trop compliqué, si vous voulez mon simple avis. Alors, autant d'un point de vue blindage, il est dans la moyenne, voire moyenne basse des chars de l'époque, mais niveau armement, il était certainement dans le haut du panier, car il disposait de 3 canons, un sous le ventre de la structure, et un canon dans chacune des casemates sur le côté du tank. Et évidemment, pour détruire l'infanterie adverse, de nombreuses mitrailleuses un peu partout, au centre de la structure, mais aussi dans les casemates. Mais comme il s'agit d'un prototype, il est difficile de savoir quel type d'armement. Pour les mitrailleuses, ce sont sans doute des mitrailleuses Maxim, et pour les canons, soit des canons de 57 mm ou de 76,2 mm. Comme à notre habitude, on va parler de l'équipage. Sauf que là, pas beaucoup d'infos, à part qu'ils étaient environ une dizaine. Donc il est facile de se dire qu'il y en avait un pour chaque arme, un pilote, et le reste était sans doute des servants sur les armes ou des mécaniciens. Maintenant qu'on a parlé caractéristiques, on va parler test, car je ne peux pas vous parler de la première utilisation au combat, sachant qu'il n'a jamais connu le combat. Il fut testé en 1915, donc la Russie n'était pas en retard par rapport aux autres grandes puissances. Les débuts du test se passa de façon correcte. Il arrivait à se déplacer et à franchir de nombreux obstacles, sauf que le test le faisait passer par des plaines boueuses, un terrain plus que présent en Russie. Et là, le test se transforma en cauchemar pour le Tsar Tank. Car la petite roue s'enlisa et les grandes roues n'avaient pas la puissance nécessaire pour le sortir de là. Un défaut bien trop important pour lancer la production en série. Même si les concepteurs ont essayé de résoudre le problème, la situation économique, sociale et militaire ont empêché le pays de mener le projet jusqu'au bout. Mais nous ne l'aurons pas. Même s'il n'y avait pas eu cette problématique, la Russie était incapable de produire en série un tel engin. Son cœur industriel était bien trop faible. Et pour finir, la taille, comme indiqué, était une proie facile pour l'artillerie adverse. Le Tsar Tank a toujours été un projet mort-né, qui a juste permis à la Russie de dépenser de l'argent qu'il n'avait pas. Mais la question que tout le monde se pose, où a bien pu finir le Tsar Tank? Et il fut abandonné à son triste sort à 60 km de Moscou, où il fut enfin démoli dans les années 20.
Une bien triste fin pour le tank du Tsar. Passons au deuxième char insolite de la Première Guerre mondiale, le Skeleton Tank. Le prototype vit le jour car à l'entrée en guerre des USA, ils n'avaient pas de char à disposition pour accompagner leurs troupes. Cependant, ils ne voulaient pas développer un char aussi imposant que les Français ou les Anglais, car il s'agissait de chars complexes à fabriquer et à transporter, car, ne l'oublions pas, les Américains devaient traverser l'océan Atlantique. Les Américains se sont montrés très intéressés par le FT, car il s'agit d'un char facile à construire et très efficace sur le terrain. Cependant, ils ne souhaitent pas faire une copie exacte du FT, car malgré le fait qu'il soit très bon dans son domaine, il a quand même certaines limites, comme lorsqu'il doit traverser une tranchée où il y a des risques qu'il se renverse. Donc ils ont fait un char léger, mais avec une forme plus adaptée pour la traversée des tranchées. La forme des tanks Mark anglais. Donc au final, on a le droit entre une fusion du tank Mark et d'un Renault FT. Nous nous retrouvons donc avec un char qui mesurait 7,60 m de long, 2,90 m de haut et enfin 2,57 m de largeur, pour un poids total de 9 tonnes, soit beaucoup moins qu'un char Mark IV malgré une taille plus ou moins similaire. Mais comment ont-ils réussi à diminuer autant le poids ? La réponse est simple, et vous l'avez sans doute vu à sa structure particulière, qui est au final juste des poutres, qui permettaient de faire tenir le tank, et un petit cube au milieu, où il y a armement, moteur et équipage. Alors vous allez me dire, oui, mais s'il y a un tir sur les poutres, le char ne tient plus, blablabla. Et ben je vais vous répondre par l'affirmative. Cependant, les ingénieurs américains considéraient la possibilité qu'un tir touche les poutres suffisamment faible pour trouver qu'il s'agissait d'une bonne idée. Alors, personnellement, j'ai des doutes, mais bon, je suis pas ingénieur et je suis pas américain, vous me direz. Maintenant, parlons blindage. Et ben, il s'agit d'un tank plutôt bien blindé, avec ses 12 mm de blindage, sur la boîte en suspension qui sert d'habitacle à l'équipage. Évidemment, cela aurait pu évoluer au fur et à mesure de la vie du Skeleton Tank, s'il avait été produit en masse. Niveau armement, au vu de la petitesse de la structure, il ne pouvait pas embarquer un canon. Le seul armement à disposition était une mitrailleuse Browning de 1917, mais qui était dans une tourelle pouvant pivoter à 360 degrés. On voit l'inspiration du Renault FT. Contrairement au Tsar Tank avec son armée de membres d'équipage, le Skeleton Tank ne comporte que 2 membres d'équipage, le pilote et le mitrailleur. Il n'y a eu qu'un seul prototype qui a vu le jour quelque temps avant la fin de la guerre et ne donna pas suite à une production de masse, malgré des tests plutôt concluants. D'ailleurs, il est toujours possible de le voir aux États-Unis lors de différentes expositions. Le prochain char est un char qui vient de chez Peugeot. L'entreprise Peugeot commença à développer un char quand elle comprit qu'il y avait du business à faire au vu des commandes que l'État passait chez Renault. Je vais passer relativement vite sur ce char car au final on a très peu d'informations. Les sources que j'ai réussi à trouver parlaient d'un meilleur blindage que le Renault FT au vu de son inclinaison et de sa surépaisseur. Il disposait aussi d'un meilleur armement que le Renault FT17 car il avait un canon de 75 mm, exactement le même qu'on pourrait trouver sur le char CA1, et il disposait aussi d'une mitrailleuse en coaxiale. En termes de motorisation, j'ai pas réussi à trouver exactement les informations, mais il s'agirait peut-être d'une sorte de moteur hybride où un moteur thermique faisait fonctionner un moteur électrique qui entraînait les chenilles. Pourquoi utiliser ce type de motorisation ? Cela permettait d'éviter de concevoir une transmission qui était lourde et compliquée à fabriquer. Alors vous allez me dire, pourquoi le char Peugeot n'a pas été choisi ? Il a pourtant un meilleur blindage, une meilleure motorisation, un meilleur armement. Alors pourquoi ? Eh ben je vais vous répondre d'une façon assez claire et vous allez comprendre tout de suite. Le Renault FT avait une tourelle et c'est ce qui fait la force de ce char. Donc le char Peugeot ne fut jamais construit en série. Le prochain char est le char FCM-1A. La France, voyant les limites des chars Saint-Chamond et CA1 dans le cadre de leur activité de brisage de ligne, décida de commander auprès de FCM un char lourd. Et ils ne firent pas dans la demi-mesure, car il s'agit d'un char qui mesure 8,27 m de long, 2,84 m de large et 3 m de haut. Donc un très très beau bébé. Côté blindage, il disposait d'un blindage digne des plus grands, avec 35 mm de face, 21 mm sur les côtés. Rien ne lui faisait peur. Sauf la balance, car il pesait environ 41 tonnes. Du coup, vous vous en doutez bien, il fallait un bon moteur pour le déplacer. Et il avait un moteur Renault de 200 chevaux, qui pouvait donc le déplacer à une vitesse max de 10 km/h. Et malgré un poids plutôt important, il avait une capacité de franchissement digne d'un char moderne. En plus d'un blindage important, il avait aussi la chance d'avoir une tourelle comme sur le FT, mais en un petit peu plus grand, car il pouvait disposer soit d'un canon de 105 mm ou d'un canon de 75 mm, donc une puissance de feu bien supérieure, et évidemment des mitrailleuses pour le petit personnel. Et pour faire tourner cette petite bête, pareil que le Saint-Chamond ou le CA1, une équipe de foot. Environ 7 hommes. Donc pour résumer, le char FCM-1A est à tout point de vue un appareil remarquable. Il était le plus puissant, le mieux armé,
le mieux protégé et le mieux réalisé avant l'armistice du 11 novembre 1918. Mais pourquoi ne fut-il pas adopté? Alors, il y a beaucoup de raisons à cela. Déjà, la première était sa difficulté à tourner, que ça soit sur place ou en mouvement, donc embêtant. Mais un problème qui pouvait être réglé sans aucun doute par nos ingénieurs. L'autre raison était aussi le coût exorbitant pour la fabrication de ce véhicule. Donc l'État français le vit plus comme un véhicule d'études qui donna naissance à un autre char, son petit frère, le FCM-2C, quelques années plus tard. Le dernier prototype est un prototype russe, et je vais laisser cette voix robotique vous prononcer le nom. Вездеход. Là, il s'agit vraiment d'un prototype obscur, car autant les autres j'en avais déjà entendu parler, alors celui-ci, il était vraiment inconnu au bataillon. Il s'agit donc d'une coque blindée sur une chenille, qui est entraînée par un moteur. Lors des tests, où le poids était simulé, il pouvait atteindre une vitesse de 26 km/h. Là, vous allez me dire, mais énorme, aucun des autres chars pouvait aller à une telle vitesse. Et ok, il y avait juste un petit problème. Il pouvait juste pas tourner. Voilà, c'est tout. C'était juste une grande ligne droite et il pouvait jamais tourner. Et il devait même avoir une tourelle sur le toit. Et en termes d'armement, une mitrailleuse dans la tourelle. Mais évidemment, il ne fut jamais produit, car pourquoi produire un engin qui va seulement tout droit? Il y a bien un autre prototype dont j'aurais aimé vous parler, la machine Boireau, mais il est bien trop bizarre pour moi. Je vais quand même vous mettre une vidéo qui montre comment il fonctionnait. Voilà, vous voyez bien que cette plaque tourne autour de ce petit chariot et ça le fait avancer. Bon, vous doutez bien que la vitesse était ridicule, 1,6 km/h. Et son absence de blindage était plutôt problématique pour le pilote. En plus de ça, il pouvait pas tourner et il n'y avait pas d'armement. Évidemment, il fut refusé. Mais le concepteur Louis Boireau essaya quand même de produire une V2 avec évidemment les mêmes problèmes et tomba donc dans l'oubli. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur des prototypes de chars durant la Première Guerre mondiale vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner. Un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et j'adore les lire. À partager si ça vous fait plaisir. Et la prochaine vidéo sera sur le cousin mal aimé du Renault FT17. Allez, je vous dis à la prochaine.